Bonjour. Donc je voudrais faire un point sur la crise parce qu'il y a un certain nombre de chiffres qui sont extrêmement mauvais et qui indiquent que la France s'enfonce vraiment dans la crise. Donc il y a la question du Premier ministre qui n'a pas encore été choisi. C'est que ça va finir par poser vraiment de plus en plus un problème. Alors effectivement, dans le pays, pour la direction du pays et puis pour le management local, mais aussi évidemment pour toute la partie représentation à l'Europe et aussi de stabilité vis-à-vis des institutions financières. Normalement, d'ici la fin de l'année, il doit y avoir des notations Moody's, Standard Poor's. Ça doit être en octobre, hein, donc ça doit se faire dans un peu plus d'un mois, légèrement un peu plus d'un mois. Mais le problème, c'est que dans un mois, je ne suis pas persuadé qu'il y ait un budget de prêt pour convaincre les agences de notation de laisser la note au point où elle en est actuellement, hein. Et ça, c'est vraiment un très très grave problème finalement, parce que jusqu'à maintenant, on avait tendance à considérer que la France, il n'y avait pas de problème sur la notation, et que même si ça baissait, c'était pas très grave, mais on était dans des qualités de dette qui étaient des qualités de dette importantes, hein. Je rappelle, AA. Alors que si il devait y avoir une dégradation d'ici la fin 2024, ça serait nécessairement du A, un seul A. Alors éventuellement A+, mais ça enverrait un très mauvais signal au marché. Et donc ça ferait en sorte que les taux d'intérêt pour la France, pour le coup, risqueraient vraiment cette fois-ci d'augmenter. Peut-être pas énormément, mais en tout cas de monter et d'avoir une différence notable avec l'Allemagne. Ce qui est vraiment très problématique pour le pays, hein, parce que ça veut dire moins de crédit, moins de trésorerie pour les entreprises, donc moins d'emplois, du chômage. Voilà. Euh, donc ça, c'est un des premiers problèmes, un des premiers facteurs d'instabilité d'ici la fin de l'année, d'ici la fin de l'année 2024. Un autre facteur d'instabilité, c'est alors, ça peut paraître pas tellement lié à l'économie, mais quand même, l'arrestation du directeur de Telegram est un suicide économique pour la France, dit Andy Yen. Donc, c'est quelqu'un qui se trouve à la tête de Proton. Proton, c'est une messagerie un peu dans le style de Telegram, quelque part, qui a, et donc, c'est une société suisse, 100 millions d'utilisateurs. Donc, la question, voilà, la question, c'est la question de la confiance, hein. C'est vraiment la question de la confiance dans ce qu'on reproche d'habitude aux pays qui sont des pays totalitaires, des pays non démocratiques, hein. Je veux dire, voilà. Et là, le problème, c'est un problème de confiance et c'est un problème qui est extrêmement grave. Pourquoi? Parce que quand on dit le directeur de Telegram ou Proton, d'ailleurs, en fait, c'est le même type d'entreprise. Et il faut bien comprendre ce que c'est. Ces entreprises-là, elles gèrent quoi? Elles gèrent principalement des data centers. Ça veut dire des centres de données. Actuellement, l'économie mondiale, hein, et l'économie de chacun des pays dans le monde est absolument liée, sauf les pays très pauvres, absolument liée à ces data centers. C'est-à-dire que imaginez par exemple que demain on, on dise bah maintenant on ferme tous les data centers en France, ça serait tout de suite le Moyen Âge, parce qu'il n'y aurait plus de transport, il n'y aurait plus de communication, les villes ne seraient plus alimentées en aliments, en nourriture, il n'y aurait plus d'énergie, il n'y aurait plus rien, rien, rien. On retournerait vraiment au Moyen Âge, pas au siècle des Lumières, au XVIIIe siècle, mais vraiment au Moyen Âge, parce qu'il n'y aurait plus rien, quoi. Donc le problème, c'est que l'économie Internet repose beaucoup sur la confiance quelque part dans les autorités, et puis ça repose aussi beaucoup sur le chiffrement, parce que quand on parle de chiffrement de données, apparemment c'est ce qui est reproché euh, à Telegram, c'est le chiffrement des données. Le problème, c'est que sans chiffrement des données,
vous n'avez pas de sécurité, hein. Sans ce chiffrement des données, la sécurité sur Internet, elle n'existe pas. Elle est à zéro. Donc, c'est vraiment quelque chose de très, très problématique parce que, quelque part, ça fragilise, on va dire, je pense, pour des gens comme Proton, Telegram, mais aussi pour d'autres, ça fragilise vraiment beaucoup, en fait, l'économie d'une manière générale. Et évidemment, l'économie en ligne, parce que ça veut dire à ce moment-là, les entreprises qui font du e-commerce, mais maintenant toutes les entreprises doivent être en ligne. Comment voulez-vous qu'elles mettent leurs data centers, leurs informations, leurs programmes dans des centres de données, dans des serveurs qui se situent en France, si finalement, bah, voilà, il se passe euh, la personne qui est le CEO de Telegram quand même a été naturalisé français, je crois, en 2020 ou 2021, donc ça fait à peine 3 ou 4 ans maximum. Et, et son avion atterrit juste à côté de Paris, hein, son avion privé, donc c'est quand même pas très compliqué à comprendre. Son avion privé atterrit à Paris, et là il se fait arrêter. Enfin, je veux dire, il y a quelque chose qui est bizarre dans cette histoire. Il y a vraiment quelque chose enfin, moi, que je comprends pas vraiment. Donc, si, je pense peut-être aussi, cette personne de Proton commence à s'inquiéter aussi, parce que finalement, lui aussi dirige une messagerie chiffrée, et donc il peut courir le risque du jour au lendemain de se faire arrêter lors d'un passage en France. Mais quelque part, quand on regarde bien, en fait, n'importe quel patron de l'industrie informatique, tout ce qui tourne autour d'Internet peuvent être arrêtés dans des motifs qui sont pas très différents. Parce que finalement, si on lui reproche le chiffrement, mais le chiffrement, tout le monde l'utilise. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui ne sont pas arrêtés donnent les clés du chiffrement au gouvernement. Ça veut dire qu'il y a un droit de regard permanent sur ce qui se passe sur Internet, même les communications chiffrées à l'heure actuelle. C'est une question. Et donc voilà, d'autre part, on reproche éventuellement au patron de Telegram l'absence de modération sur sur son truc. Mais il y a 900 millions d'utilisateurs sur, euh, sur ces services. Lui, il y en a 100 millions. Facebook ou Google ou voilà, tous ces entreprises-là, vous avez des centaines de millions, voire des milliards d'utilisateurs. Je veux dire, techniquement, c'est absolument impossible de pouvoir faire de la modération sur ce type de plateformes qui sont tellement importantes. À partir du moment où on a des plateformes qui sont avec un nombre d'utilisateurs aussi important, c'est strictement impossible de pouvoir faire de la modération. Enfin, je veux dire, il faudrait recruter des millions de personnes pour pouvoir être derrière l'écran et voir un peu ce qui se passe. Parce que c'est pas possible de pouvoir faire une modération avec les outils automatiques, même avec l'intelligence artificielle. À un moment donné, les chiffres sont tellement importants que c'est carrément pas possible. Donc voilà, ça c'est, je pense que c'est un signal d'alarme important. Il y a des mesures qui ont été prises en France comme aux États-Unis, hein, mais bon, c'est les États-Unis. En France, de surveiller toutes les communications qui arrivent sur les data centers. On a vu qu'il y a des entreprises qui essayent de se développer françaises, qui essayent de développer une offre européenne dans le cloud, qui est quelque chose de stratégique en 2024, hein, dans l'informatique. Le problème, c'est que comment voulez-vous que les clients éventuels de ces entreprises acceptent d'aller voir des entreprises françaises, hein? C'est même pas une question de localisation des serveurs, c'est plutôt le fait que bah, l'entreprise, elle est française. Puis peut-être qu'un jour, ils vont interdire en fait aux patrons de ces entreprises d'aller en France. Donc comment voulez-vous que les clients aient suffisamment confiance
pour pouvoir confier leurs données dans ces conditions-là. Je veux dire, il y a plus de lisibilité dans des pays, entre guillemets, totalitaires, que du jour au lendemain, quelqu'un... Parce que ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il a été nationalisé français il y a 3 ou 4 ans, mais je veux dire, la nature de Telegram, elle n'a pas changé il y a 3 ou 4 ans. Comment ça se fait que maintenant, en 2024, ça devient quelqu'un de très sulfureux, et qu'en 2020, 2021, on lui donne la nationalité française? Il y a quelque chose qui colle pas dans cette histoire. De même que son arrivée à Paris en avion privé, enfin c'est un truc fou, quoi. Je veux dire, comment c'est possible euh, comment c'est possible qu'il ait débarqué à Paris sur un aéroport privé, euh, et pas s'attendre à être arrêté? Ça, c'est un truc qui est vraiment assez incompréhensible. Donc, cette illisibilité fait en fait que, économiquement pour la France, alors que maintenant, l'informatique, c'est quelque chose qui est vraiment primordial, hein. Maintenant, on ne pourrait pas imaginer une économie qui se tienne sans Internet. Bah, voilà. Donc, c'est un peu tout un tas de problèmes. Et ça continue. Je veux dire, là, on a la Fed. Donc ça, j'avais déjà fait 2 vidéos sur le sujet, hein. On est repassé à zéro le 29 août. Donc je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui, 30 août. Mais si on regarde de manière plus précise où on en est, voilà. Vous voyez, ici, donc là, on a franchi le 27 août la barre fatidique des zéros. On est passé au-dessus. Et là, hier, on était à 0,01 et aujourd'hui, on est revenu à 0. Mais en fait, le déclencheur, il est là. Ça veut dire que dans quelques trimestres, il y a des risques très forts de récession grave. Je vous rappelle, quand on regarde ce schéma, on s'aperçoit qu'à chaque fois qu'on est remonté au-dessus du zéro, et ben derrière, on a eu le droit à une récession. Et ça s'est toujours vérifié depuis 50 ans. Voilà. Donc c'est un indicateur qui est très surveillé. Qu'est-ce qu'on peut dire? Euh, Donc ouais, il y a aussi l'histoire du Premier ministre, hein. Je reviens à cette histoire-là. Euh, Visiblement, les énarques ont vraiment beaucoup de mal à comprendre ce qui se passe dans le peuple, chez les gens. Enfin, je veux dire, même les gens qui payent pas beaucoup d'impôts, même les gens qui sont pauvres, ils comprennent très bien qu'à partir du moment où on veut faire la chasse à des boucs émissaires, je pense aux expatriés auxquels, bah, finalement, c'était dans l'idée de les faire vivre un enfer administratif comme les Américains. Je rappelle, hein, l'idée c'était de mettre en place l'impôt pour les expatriés comme les Américains. Donc ça veut dire leur faire déclarer 2 fois les revenus. Ça veut dire faire fermer les comptes en banque. Enfin voilà, ça veut dire aussi les rendre plus difficilement employables à l'étranger. Donc les Français seraient plus difficilement employables à l'étranger. Ça veut dire qu'ils auraient euh, des banques qui se fermeraient devant leur nez. Donc au final, bon, la personne qui avait émis cette idée essaye de s'accrocher au fait de pouvoir devenir un jour Premier ministre. Peut-être que ça peut être une idée de reconversion dans la politique, hein. Je veux dire, voilà, ça c'est les méthodes de l'énarchie, à vrai dire. Mais il y a tout un tas d'idées de nouveaux éventuels premiers ministres, etc. Mais je dirais, sur le fond, finalement, ça change pas grand-chose. Et ce qui est intéressant à noter, c'est que euh, évidemment, les Français comprennent très bien que euh, une politique fiscale plus difficile
c'est nettement difficile alors qu'on est un des pays les plus taxés au monde, quoi. Donc, on a la France est un pays où il y a beaucoup de services. On parle de réindustrialisation. On a vu avec les chiffres que la réindustrialisation, ça n'existe pas. C'est carrément juste un affichage marketing, hein. C'est comme dans les anciens pays communistes. Vous voyez les images, on va fabriquer pour le peuple, tous ces trucs-là. Et ce qu'il faut regarder, c'est l'indice de la production dans les services. Et on voit un truc qui est particulièrement nouveau actuellement. On voit que tout baisse en même temps, hein. C'est pour ça, la vignette, on voit que tout baisse en même temps. Vous voyez, regardez. À partir de avril 2024, là, on voit juin, enfin mai, juin, on a vraiment tout qui baisse de concert. Et ça, c'était pas arrivé depuis très longtemps, hein. On voit que ça arrive là dans les temps de crise, hein. C'était fin 2021 où on avait le même genre en fait de problème. Mais là, on a aussi ici début 2023, mais là c'est beaucoup plus marqué en 2024. On voit vraiment que là, il commence à y avoir un problème systémique dans les services en France. Et comme c'est ce qui tient majoritairement l'économie, eh ben, c'est réellement un très très grave problème en fait, hein. C'est ça que ça veut dire, parce que notre économie, elle est quand même basée là-dessus. Alors quand on voit la news, hein, je vous rappelle d'un CIO quand même important dans le monde de la tech, qui considère que c'est un suicide économique pour la France. Il faut bien comprendre une chose, c'est qu'il ne dit pas ça pour rien. Il sait très bien, comme la plupart des économistes, que quand même la richesse de la France et ce qui produit la richesse en France, c'est quand même justement les services. Or, les services, c'est typiquement le type d'industrie qui est seulement basé quelque part sur l'information, sur la circulation de l'information, sur les réseaux, sur les ordinateurs, sur les data centers. Pas de transport, pas d'information et de communication, pas d'hébergement et de réservation d'hébergement et de soutien aux entreprises. Tout ça, sans informatique, ça marche pas. Donc à partir du moment où on s'attaque aux technologies de l'information, au chiffrage, hein, parce que toutes ces entreprises-là, pour faire des transactions financières, bah, elles ont besoin d'être protégées. Si demain, vous n'avez plus de chiffrage ou si le chiffrage est mis en question sur les réseaux informatiques, inutile de vous dire que le e-commerce va prendre une claque. Et à ce moment-là, bah, malheureusement, la France risque d'en subir très directement les conséquences. On peut voir aussi le volume des ventes dans le commerce qui est aussi très catastrophique. Là encore, on s'aperçoit que depuis avril, mai, juin, et pour l'instant on n'a pas les chiffres de juillet, hein. Donc suite à la dissolution, et encore moins les chiffres d'août, mais vous imaginez un peu l'état de la catastrophe. Pareil, on voit que tout est synchrone, hein. On voit que tout est synchrone. Donc ça veut dire ça marque vraiment un problème systémique dans l'économie. Ça a été le cas ici en avril 2023, hein, en mars-avril 2023. Ça a été le cas parce que bah, y avait des conditions qui étaient bien particulières. Vous avez ici le cas aussi en mars 2021, mais là c'était en pleine pandémie. Donc vous voyez, et là on voit bien que l'économie commence à réellement souffrir parce que tout devient synchrone. Il n'y a pas un secteur qui rattrape l'autre, donc ça veut dire que tout baisse. On voit aussi dans l'emploi salarié. L'emploi salarié, bon, bah, il y a eu des variations importantes au moment de la pandémie, mais si vous prenez l'avant-pandémie, hein, on va dire, voilà, ici, hein, quatrième trimestre 2019, vous voyez qu'on se situe à peu près, voilà, on va dire, je sais pas, à une moyenne de 80 quelque chose. Maintenant, si vous regardez où on en est actuellement, on n'en est plus du tout au même niveau, hein. Non seulement on n'en est plus du tout au même niveau, mais on commence à avoir des choses qui apparaissent de plus en plus vers le bas. Donc, on est très problématique sur l'emploi salarié. On a des marqueurs
hein, qui sont rapportés par l'INSEE, hein, c'est les derniers chiffres de l'INSEE. On a l'emploi intérimaire pardon, qui diminue de nouveau. Donc l'emploi intérimaire baisse nettement, moins 2,2% après 0,5%. Je vous rappelle ce truc extrêmement important. C'est valable pour n'importe quel pays, hein, d'ailleurs. Vous pouvez aussi dire ça pour d'autres pays dans lesquels vous êtes expatrié. Euh, L'emploi intérimaire, c'est précurseur des chiffres de l'emploi. Donc à partir du moment où vous avez l'emploi intérimaire qui baisse, et en plus la baisse s'accélère, ça veut dire nécessairement vous allez avoir les chiffres du chômage qui vont remonter, obligatoirement. Alors maintenant, si jamais vous ne voyez pas les chiffres du chômage qui remontent au troisième trimestre 2024, ça voudra dire quoi? Ça voudra dire que les mesures ont été prises pour faire en sorte pour que ces chiffres n'augmentent pas. Donc ça veut dire on va avoir créé par exemple plus d'auto-entrepreneurs, mais qui auront vraiment des sous-salaires, des sous-protections sociales. On aura des gens qui seront tombés sous les seuils de pauvreté, qui seront plus référencés aux administrations qui gèrent l'emploi, enfin qui gèrent les indemnités de chômage et ce genre de choses-là. Donc ça, c'est un chiffre qui est particulièrement alarmant pour la fin de 2024. On voit bien que ça va de moins en moins bien, hein. Donc c'est vraiment un très très gros problème. On voit l'évolution de l'emploi salarié par secteur. D'ailleurs, l'évolution de l'emploi salarié, il va pas bien. La seule chose qui augmente, c'est l'emploi public. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce qui est en train de se passer. Il faut arrêter de dire que les Mozart de la finance sont de droite. C'est pas vrai. Les Mozart de la finance n'ont jamais, jamais, jamais été des gens de droite. C'est pas parce qu'il y a quelques patrons qui se trouvent être privilégiés, on va dire, et que dans les journaux, on raconte partout que ce sont des gens de droite, c'est faux. Les Mozart de la finance sont absolument des gens de gauche. Et le combat qui se passe actuellement pour le Premier ministre, c'est entre des gens de gauche. Bon, tant pis, c'est pas grave, je vais passer. Et on le voit très clairement ici, vous avez un emploi salarié en fait qui est en chute, hein, parce que je ne sais pas pourquoi ils mettent quasi stable. Et l'emploi public, il augmente de 0,3% avec un intérim qui est vraiment en train de se casser la figure. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte, l'emploi public, il augmente de 0,3% au deuxième trimestre. Sur une année, il faut multiplier ce chiffre par 4. Ça veut dire que vous avez un emploi public qui, pour 2024, serait multiplié par 1,2%. C'est un truc de fou. C'est vraiment un truc de fou. Ça veut dire, quelque part, on crée de l'emploi. Il n'y a pas d'emploi qui est créé là où est créée la richesse du pays, c'est-à-dire dans le privé. C'est le privé qui crée la richesse et qui fait qu'avec les taxes et les impôts, en fait, on peut payer l'emploi public. Il ne faut pas oublier qu'un emploi public qui grossit, ça veut dire aussi des retraites pour le public qui grossissent. Et c'est un des postes les plus importants de la dette de l'État avec lequel la France se débat actuellement. Les Mozart de la finance ne sont pas des gens de droite, ce sont absolument des gens de gauche. Donc que des gens socialistes votent pour les Mozart de la finance, moi je trouve ça tout à fait logique. Mais à partir du moment où on se dit de droite, il faut arrêter de dire qu'il faut voter pour ces gens-là. C'est juste faux. C'est juste pas vrai. Pas après 1000 milliards de dettes créées en espace de 7 ans. Et je veux dire, depuis 2012, en fait, on a affaire à ces gens-là. Je rappelle quand même ce qui s'est passé en 2012, hein. Normalement, c'est pas Hollande qui aurait dû être élu, c'est Strauss-Kahn, un socialiste,
Et tous les gens qui sont au pouvoir depuis, il y a plus ou moins des gens qui gravitaient dans ce milieu-là avec le même genre d'idées économiques, des rocardiens, etc. Donc, c'est tous des gens qui ont plombé la France ces dernières dizaines d'années et qui l'ont amenée là où elle est, c'est-à-dire à crouler sous la dette. Et maintenant, il y a un véritable risque, comme je l'ai montré dans une dernière vidéo, au niveau de la vulnérabilité de la France. Eh ben, en fait, on se rend compte que c'est un des pays maximum en termes de vulnérabilité parce que justement, on a une dette qui est monstrueuse, mais non seulement on a une dette qui est monstrueuse, mais en plus, elle est quand même majoritairement détenue ou beaucoup détenue par rapport aux autres pays, par des pays étrangers, par des résidents étrangers. Donc ça, c'est un très 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 gros problème. Je vois pas comment la notation de la France, elle peut rester à ce niveau-là, même fin 2024. Pas après le spectacle qui vient d'avoir lieu. Les gens, les Mozart de la finance n'en ont absolument rien à faire de la France. Ce qui les intéresse, c'est leur poste. Et voilà. Et je veux dire, c'est la marque de l'énarchie. Enfin, je veux dire, clairement. Pourquoi ça va mal se passer? Parce que, bah, vous voyez, euh, on voit la BCE prudente avant de créer victoire contre l'inflation. En fait, qu'est-ce que c'est? C'est monsieur Philippe Lannes à Zouarn, donc a signalé, a alerté que la Banque centrale européenne, contre le retour à l'inflation à 2%, n'est pas gagnée et que les taux d'intérêt doivent rester aussi hauts que nécessaire pour atteindre ce but, euh, sans, comment dire, faire de mal à l'économie de manière trop importante quelque part. Mais quand on regarde les chiffres de l'inflation, hein, voilà les chiffres de l'inflation donnés pour la BCE. Donc, ça, il vient de dire ça, vous voyez, il y a moins d'une semaine. Mais quand on regarde les chiffres de l'inflation de la BCE, donc ça vient du site hein, de la BCE, c'est les chiffres tout à fait officiels, on voit qu'on est à 2,2%. Hein, on n'est plus à 10%, on est à 2,2% dans la zone euro. Le 8 2024, donc en août 2024, à l'heure où je vous parle, on est à 2,2%. Et il dit que les taux d'intérêt doivent rester à l'endroit où ils sont actuellement, tant que c'est pas revenu à 2%. Mais c'est un truc de fou, finalement. Hein. Parce que ça veut dire que on considère que 0,2%, c'est un très gros risque pour l'économie, pour l'Europe. C'est un truc qui est hallucinant. Donc ça, c'est comment dire, un indice synthétique sur tous les pays. Et je voudrais quand même noter un pays dans l'histoire, c'est la Belgique. La Belgique, donc, qui a connu moins d'inflation à un moment donné, qui a même connu de la déflation hein, en octobre 2023, c'était il y a à peine un an, et qui maintenant bah, subit un épisode d'inflation. Voilà, on est à 4,5% quand même à l'heure actuelle, hein, en août 2024. Mais c'est un des rares pays en fait. Vous pouvez vérifier, hein, allez voir sur le site. Je vais peut-être mettre la France quand même. Vous voyez, la France est retournée dans les clous en fait de la BCE. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose d'intéressant à voir, à comprendre. Ça veut dire que pour l'instant, il n'est toujours pas question, hein, s'il est question au niveau de la Fédérale Réserve aux États-Unis de baisser les taux d'intérêt, on n'en est pas du tout là en Europe. Donc ça veut dire qu'on risque d'avoir bah, plein d'effets négatifs sur l'Europe et donc sur la France. Donc voilà pourquoi, si vous voulez, euh, la crise qui est en train de se matérialiser par justement le passage au-dessus de cet indicateur, eh ben, c'est un indice qui est extrêmement inquiétant parce que il n'y a pas de frontière.
quand il va y avoir la récession aux États-Unis, on va se la prendre en pleine face. Et on aura des taux d'intérêt qui seront des taux d'intérêt élevés. Parce que faut pas oublier que la présidente de la Banque centrale avait dit que, eh bien, ils allaient maintenir les taux aussi haut que nécessaire. Pareil, hein, probablement jusqu'au second semestre 2025. Donc, vous voyez un peu les ordres de grandeur. En fait, on est tout à fait là. C'est-à-dire que la crise, elle est déclenchée, mais maintenant, elle est déclenchée déjà depuis 2 ans, hein, à peu près depuis début 2022. Mais maintenant, on va commencer vraiment à rentrer dans le dur de la situation et voir eh bien, des taux d'intérêt qui vont rester élevés. Donc, on va continuer à avoir pas de construction, pas d'investissement, pas de crédit, moins de trésorerie, des gens au chômage. Et on va continuer à avoir l'économie comme ça qui va descendre, sans compter justement les problèmes spécifiques à la France que j'ai évoqués en début de cette vidéo. Donc je pense que ça vous dresse un tableau tout en chiffres, hein, officiel, assez objectif de la situation. Et la situation, c'est pas qu'elle soit pas bonne, c'est qu'elle est carrément très mauvaise. Je veux dire, quand on est chef d'entreprise, on doit anticiper les choses à l'avance. Et clairement, euh, il y a un problème spécifique à la France avec plein de choses qui viennent s'entrecroiser et qui fait que vraiment la fin d'année 2024 pourrait être assez chaude au niveau social, hein, et l'année 2025 va être vraiment carrément glaciale au niveau économique. Voilà, je vous remercie. Bonne journée.